n'oubliez pas un fait. Il a été dit que les contractuels seront engagés à la fonction publique fin décembre. Il nous reste combien de temps? Il nous reste au moins à peu près un mois. Alors qu'il reste des activités d'abord. La deuxième activité, c'est quoi? La deuxième activité, c'est le recensement biométrique. Ils ne l'ont pas encore fait. Et troisième activité qui va clôturer tout ça, c'est l'évaluation en situation de classe. Et en Guinée, il y a environ 10 000 écoles. Est-ce qu'on peut identifier tous les enseignants en situation de classe pendant un mois dans toutes ces écoles-là? Et dans certaines écoles, même pour aller, même difficilement, on peut y aller à moto, à plus forte raison dans le véhicule. Donc cela veut dire alors que le mois de décembre n'est pas tenable. Techniquement, le mois de décembre n'est pas tenable. La question même qu'on se pose aujourd'hui est de ça veut dire que le protocole d'accord est en train d'être violé déjà par un des signataires. L'État même a été, qu'est-ce que l'État a mis la coordination face à une situation. On dit à la coordination, nous allons vous engager à la fonction publique fin décembre. Mais on a énuméré des conditions. Il faut respecter ces conditions-là avant l'engagement. D'abord, l'identification, ensuite le recensement biométrique, enfin, l'évaluation en pratique des classes. On est d'abord avec la première activité. Alors que la première activité devrait être couplée avec quoi? Avec, n'est-ce pas, la paye. Le paiement des primes d'encouragement. Et maintenant, si on prend un mois pour l'identification, on prendra aussi un mois pour la paye. C'est ça la vérité. Et donc on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Et l'évaluation aussi en pratique des classes, je pense qu'on pourra faire plus de 4 mois ou 5 mois. Parce que, imaginez-vous, vous devez être évalué en pratique des classes. Ça veut dire qu'on doit aller dans toutes les écoles. Est-ce qu'ils ont même la ressource qu'il faut pour évaluer chaque enseignant en situation de classe? Les ressources humaines, effectivement. Est-ce qu'ils ont les ressources humaines pour évaluer chaque enseignant en situation de classe? Et dans toutes les écoles de la Guinée. C'est la question là on se pose. Dans toutes les classes de la Guinée? Oui, dans toutes les classes. Parce qu'il n'y a pas en fait une école aujourd'hui où il n'y a pas de contractuel, hormis Conakry. Même dans Grand Conakry, je vais parler de Dubrika Koya, il y a des contractuels. Donc cela veut dire que cette année, quand on observe très bien, on dira que les contractuels ne seront pas engagés à la fonction publique cette année, vu les conditions énumérées avant leur engagement. Merci beaucoup, M. Mvali Condé, de nous avoir éclairé sur cette question. Monsieur, ce que nous félicitons notre confrère d'avoir éclairé la lanterne par rapport à cette situation qui est très dommage. Je me dis que déjà, c'est une autre crise bientôt qui va se dégager. Une crise à l'horizon. Une crise déjà à l'horizon. Rien que les 1,2 milliard qui se volatilisent d'une manière ou d'une autre, d'abord dans la CCO, nous parlons d'une préfecture d'abord. C'est Dinguiraï, particulièrement. C'est tout simplement, plus particulièrement à Dinguiraï. Imaginez maintenant les autres préfectures. Ça veut dire que ce dossier est devenu des gâteaux. Et chacun cherche à tirer de son côté et d'avoir de ce qu'il veut. Ce que je pourrais dire. D'ailleurs, je crois que nous ici, on l'avait fait remarquer à l'époque que est-ce que parfois eux-mêmes ne faisaient pas le jeu de ceux qui ne les aimaient pas. C'est-à-dire que chaque fois que l'État veut identifier, le nombre bouge, si bien que l'État aujourd'hui accuse les uns et les autres de falsifier les listes des contractuels. Voilà. Donc la situation, la manière dont elle se pose aujourd'hui, moi, ce qui est en jeu, c'est l'éducation de nos enfants, c'est l'école publique. Et il est très difficile de voir des personnes, pour leur propre intérêt, assassiner notre système éducatif. Donc, il va de choix que l'État prend sa responsabilité de résoudre cette question d'une manière définitive. Et que les protagonistes qui sont autour de la question puissent privilégier l'intérêt général à leur propre intérêt. Et j'aurais souhaité également que ce paiement soit soumis à des audits de conformité et à ces audits de respect des principes et à la vérification d'identité de ces personnes-là. Est-ce qu'il existe exactement? À l'issue de ça... Il ne faudrait pas que l'État continue à payer des personnes qui n'existent pas. Vous savez que dans la fonction publique, c'est devenu... Nous avons à peu près, nous apprenons à tout moment qu'il y a des gens qui profitent, qui recevaient des centaines de salaires de centaines de personnes. Et ça va, c'est la même chose qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau des contractuels et que l'école guinéenne n'en a pas besoin. Donc on a l'impression qu'on n'évolue pas en fait. Oui, allons-y, monsieur Amadou. La question que moi je me pose, le constat en fait que je voudrais observer, c'est que cette question-là a toujours été une question qui a toujours défrayé la chronique. Et je m'en vais simplement dire qu'il revient, comme l'a dit ici notre cher confrère M. Mvali, qui nous a apporté beaucoup d'informations sur la question, qu'il revient à l'État de prendre vraiment des mesures drastiques pour éradiquer ce problème-là. Pourquoi? Parce que l'avenir des jeunes, l'avenir des enfants est en jeu par rapport à cette question-là.
il faudrait vraiment que des mesures drastiques, que tous les acteurs qui sont impliqués dans la résolution de ce problème-là qui menace sérieusement... Oui, mais le drame, c'est que ceux qui doivent résoudre le problème semblent être eux-mêmes la source du problème, d'ailleurs. L'autre aspect sur lequel je voulais pencher mon analyse, c'est que on a l'impression que l'État... On a l'impression que certaines personnes prennent un malin plaisir à alimenter cette crise-là. Comme si elles retrouvaient... Il y avait des intérêts, certains intérêts qui seraient liés à cette crise-là dont ils voudraient profiter. Donc, fondamentalement, il faudrait que la plupart des acteurs concernés dans la résolution de cette crise-là puissent vraiment monter au créneau et trouver une solution finale à cela. Parce que cela n'a fait que trop durer. Merci beaucoup. Avant que le juriste ne prenne la parole, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à l'aspect juridique du problème. C'est quoi? C'est que, vous savez, ils ont payé les contractuels à Dingraï. Les 400 et quelques contractuels ont été payés pendant 3 mois. Et aujourd'hui, on revient pour l'identification. On dit que non, on ne trouve que 45 contractuels. Cela veut dire alors que ceux qui ont payé les 400 et quelques contractuels, qui nous disent à qui ils donnaient l'argent là, qui percevait ce montant. Parce que c'est important. C'est 1,2 milliard. C'est 1,2 milliard. Donc 1,2 milliard qui percevait ça, à qui ils ont payé? Parce que si vous dites aujourd'hui qu'ils n'existent pas, alors qu'ils ont déjà perçu 3 mois de salaire, on ne comprend pas. Mais à qui... Il faut qu'ils nous disent. C'est ça la vérité. À qui sommes-nous vraiment, je pense qu'on peut s'intéresser à vous dans ce dossier-là. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que les 400 et quelques contractuels n'existent pas à Dingraï parce qu'ils ont déjà perçu 3 mois de salaire. Voilà, donc ils ont perçu de l'argent, mais bizarrement, lorsqu'on est venu pour les identifier, on dit qu'ils n'existent pas. On trouve que ces éléments n'existent pas. Où est parti l'argent? Est-ce une erreur ou est-ce fait à dessein pour détourner les biens publics, M. Odilo Mami? Ce qui est évident, c'est que la situation des anciens contractuels a mis en exergue ou a mis à nu le degré de malhonnêteté au sein de l'administration de l'enseignement préuniversitaire. C'est ça l'évidence. Mais pas que l'enseignement préuniversitaire, il y a quand même d'autres acteurs publics qui interviennent dans la chaîne. Voilà, on nous parle de l'ANAFIC ici et tout ce qui s'ensuit. Mais je veux d'abord rappeler un élément, parce que là, M. Condé, dans l'exposé des faits, a posé ici la chronologie qu'on devrait respecter pour voir clair dans cette affaire-là. Globalement, on se rend compte qu'il y a quand même des enseignants ou des supposés enseignants contractuels qui auraient triché. Parce que quand est arrivée la question d'authentification des diplômes, on s'est rendu compte qu'il y a d'aucuns qui n'ont pas de diplôme ou qui ont de faux diplômes. Alors pour ces gens-là, ils n'ont rien à réclamer. Parce qu'il y a quand même une expression juridique qui dit ceci: nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Donc on ne peut pas vouloir demander la réparation d'un dommage qu'on a subi du fait de ses propres actions, menées illicitement ou illégalement. Donc si un enseignant dans l'illégalité et demander à ce que non, là c'est fini. Et le pire d'ailleurs, si l'on retrouve des gens qui sont prévalus de faux diplômes pour se coller l'étiquette d'enseignant contractuel, ces gens devraient répondre devant la loi. Maintenant, pour le cas spécifique de Dingraï, c'est qu'il y a quand même, soit il y a faux et usage de faux, et il y a usurpation de titres, et il y a eu détournement de fonds. Ce sont entre autres ces quelques infractions que je retrouve. Détournement de fonds venant de qui? Si les 3 mois qui ont été payés aux presque 400 enseignants contractuels au niveau de Dingraï, on ne retrouve pas ces enseignants-là, on ne parvient pas à les identifier, c'est que l'argent a été détourné. Et ceux-là, les acteurs qui sont intervenus dans la chaîne au niveau du paiement, devraient justifier l'origine ou bien la destination de ce montant-là. Ou soit, il y a vraisemblablement eu les 400 et quelques enseignants, mais du fait qu'il y a une procédure de vérification qui est déclenchée, qui pourrait amener la justice, si elle fonctionne normalement, à mettre main sur eux, donc ils ont décidé de s'évaporer dans la nature. Deux choses l'une. Donc globalement, il y a eu faux et usage de faux, il y a eu usurpation de titres des gens qui se sont réclamés enseignants pendant qu'ils ne le sont pas. Donc on peut-être utilisé de faux diplômes, donc il y a usage de faux et usage de faux. Ou encore, ces enseignants n'ont jamais existé.
Donc, les autres acteurs de la chaîne, eh bien, qui interviennent dans la chaîne, ont détourné cet argent-là. Donc, il est important, on parle encore de milliards. Et aujourd'hui, en Guinée, quand on parle de milliards, eh bien, ce n'est pas le tribunal qui intervient, mais c'est bien la Cour, la CRIEF, la Cour de répression des infractions criminelles économiques et financières. Donc, il est important, le ministère, encore, Guillaume Awing, levez-vous encore et aidez l'opinion à comprendre davantage comment cet argent-là a été utilisé. Est-ce que cet argent est allé dans la bonne direction et sinon, que des responsabilités soient situées. Ou si, parce qu'il y a une autre hypothèse qui est émise, ou bien ce sont des enseignants qu'on a omis, des enseignants contractuels qu'on a omis, parce que l'intersyndicale pense que ces enseignants sont victimes en fait d'une certaine omission, par exemple. Il y a cette hypothèse. S'il y a omission... Il y a un petit souci qu'il faut souligner. Pourquoi la liste n'a pas été publiée? C'est pour... La liste générale, par exemple. Exactement. C'est l'évaluation, qu'on sache qui est celui qui a son diplôme, qui n'a pas de diplôme authentifié, qui a des faux diplômes. Si la liste était publiée, on aurait savoir au niveau d'Ingraye combien de diplômes ont été authentifiés, combien de diplômes n'ont pas été authentifiés. Donc si on refuse, c'est parce qu'on sait que cette publication va mettre en nuit certains acteurs du département même. Ce département-là. Voilà. Et ici, que ce soit au niveau de l'ANAFIC, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, que ce soit le ministère du budget, de la fonction publique, tous ceux-ci ici doivent être auditionnés pour que la lumière soit faite. Demander pourquoi la liste n'a pas été publiée. Ils doivent être auditionnés pour que la liste soit publiée et que ces personnes-là qu'on sache. On parle d'une préfecture qui est une petite préfecture, je voulais dire. Ou imaginez maintenant dans les régions ou par exemple, préfecture comme dans les localités plus grandes, dans les localités plus peuplées, donc où il y a plusieurs écoles. Donc ça veut dire que on va s'attendre à des 1000 ou à des 500, à 2000. Donc l'argent là part où? Et nous sommes dans une transition qu'on parle de la refondation. Si les cadres de cette refondation sont devenus les éléments principaux de la corruption, je crois que la CRIEF n'a plus... Après, il ne faut pas beaucoup espérer. C'est vrai que nous parlons exclusivement d'éducation dans cette émission, mais il y a quand même un aspect général qu'il faille relever. Il y a quelques mois, l'IG, l'inspection générale de l'État, a rendu un rapport dans lequel c'est ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Des cadres qui sont employés sur la base de faux documents, mais jusque-là, personne ne se bouge. Je crois que ça décourage, ça donne une très mauvaise image à la transition qui est conduite par le colonel Mamadi Doumbouya.